Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler des filles à moto, les motardes. Vous me direz, je suis peut-être mal placé pour en parler parce que je suis un mec. Mais quand toute sa vie de motard, on a été entouré de femmes qui roulent, qu'elles soient passagères ou pilotes, on remarque forcément certaines choses. Et cela mérite d'en faire un sujet. Parce qu'il s'avère que dans le monde, on parle quand même principalement des hommes, de nous. Pourquoi ? Parce que la place, on la prend. Et qu'on a tendance à ne pas la laisser aux autres. La moto n'échappe pas à la règle. Il y a toujours eu une très forte proportion de gars à moto, environ 75 à 80%, et on peut se poser la question de pourquoi ? Avant que les Japonais n'envahissent le marché à la fin des années 60, la moto, c'est vrai, était quand même réservée à ceux qui aimaient la mécanique. Et on peut se dire que ça a pu décourager certaines femmes de se lancer dans l'aventure du deux roues motorisé. En réalité, c'est uniquement une question de culture et c'est du sexisme. Une femme peut aussi bien apprécier de faire de la mécanique qu'un homme. C'est pas une question de compétence. Et comme la plupart des filles étaient évincées de ce genre de métier, forcément, elles faisaient autre chose. Quant à cette idée que les sports mécaniques sont encore et toujours réservés aux hommes, même si les choses évoluent, il y a quand même une tendance masculiniste et du coup beaucoup de femmes ne se lancent pas dans cette voie. Dans la série des clichés qui perdurent, il y a que les filles n'aiment pas la saleté. Et comme faire de la moto, c'est salissant, elles peuvent en être exclues. Ça, évidemment, c'est complètement faux. Il n'y a qu'à regarder les femmes cavalières. Quand on est dans le monde du cheval, la saleté est omniprésente. Or, 90% en France des gens qui font du cheval sont des femmes. Et si on demande aux garçons de ramasser le crottin dans les écuries, eh bien à chaque fois, ils renaclent. Alors que pour les filles, ça ne les dérange pas du tout de se salir. D'ailleurs, ça vaut le coup de s'arrêter sur ce mot de passagère. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont que de passage. La place qui leur est accordée n'est finalement pas très importante. La plupart du temps, à l'arrière, c'est une fille. Eh bien, les constructeurs, au bout d'un moment, se disent « Elle ne va pas y passer beaucoup de temps, c'est pas très important. On va pas faire vraiment des efforts pour améliorer sa place à l'arrière. Les repose-pieds sont trop hauts, les poignées sont mal fichues, mal placées, trop petites pour y passer des gants. » Et ainsi, au fil du temps, la selle à l'arrière est devenue la partie pauvre de la moto. Et à partir des années 2000-2010, on arrive à une aberration où, hormis quelques machines spécialement conçues pour ça, et qui, en général, coûtent un bras, largement au-dessus de 20 000 €, la plupart des autres bécanes, même prévues pour la route, ne sont pas dignes de recevoir quelqu'un sur la selle à l'arrière. Vous avez remarqué à quel point les selles se sont réduites en longueur et en hauteur. Il y a quelques dizaines d'années, n'importe quelle routière était confortable. Tout ça pour des effets de mode et d'esthétique. Il faut que la partie arrière de la moto soit fine, élancée, avec des pots d'échappement qui sont de plus en plus relevés, voire situés sous la selle ou sur le côté. Autant dire que c'est pas du tout pratique pour y mettre les jambes. Donc il y a déjà un problème structurel. Et dans les revues spécialisées, on parle très peu de la place dédiée à l'arrière. C'est une toute petite partie. Le reste étant dédié au moteur, au freinage, à la puissance, à la tenue de route, enfin bref, à tout, sauf à cette partie-là qui est pourtant extrêmement importante. Et une chose dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte à l'arrêt en montant sur la moto, c'est les turbulences engendrées par les têtes de fourche et les carénages, que le pilote, lui, ne va pas vraiment ressentir, mais que la passagère derrière va tout prendre dans la tête. Tout ça, c'est à prendre en compte quand on choisit la moto. Et c'est dommage que l'on considère maintenant la moto comme quelque chose de très égoïste, où on est pratiquement toujours seul à son guidon, alors que c'est tellement formidable de pouvoir partager ses sensations. Quelle qualité doit avoir une passagère ? Évidemment, c'est aussi valable pour les passagers, mais là on a dit qu'on parlait des filles. La première, c'est la confiance envers son pilote ou sa pilote. Parce que quand on est derrière, on ne maîtrise plus rien. Et parfois même, on ne voit pas grand-chose. Ça demande un bon équilibre qui vient aussi avec la pratique. Il faut simplement suivre les mouvements de la moto, d'être sacrément adaptable selon la personne derrière laquelle vous êtes. Il y a des pilotes rapides, des pilotes plus lents, il y a des pilotes nerveux, des pilotes plus cool. Et en plus, le même pilote peut avoir dans la journée plein d'attitudes différentes. Il faut savoir anticiper à quel moment va y avoir une accélération ou un freinage.
Et ça s'acquiert aussi avec l'expérience. Même sans vraiment voir la route, beaucoup de passagères arrivent à détecter le moment exact où le pilote va faire une action et donc elles y participent activement. Il faut aussi de l'endurance, parce que quand on est au guidon, on ne se rend pas forcément compte que les kilomètres défilent. Mais derrière, ça peut paraître beaucoup plus long. Et il faut aussi trouver des codes de communication avec le pilote. Alors quand on a un intercom, c'est plus facile, on peut se parler. Mais sinon, il y a des signes de connivence pour dire « j'ai faim, j'ai soif, arrête-toi, j'ai peur, continue », enfin, toutes ces choses-là, quoi. Cette communication, elle est super importante, notamment quand on emmène des gens qui n'ont pas l'habitude. On n'a pas encore créé cette connivence. Il faut mettre au point tout de suite ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas quand on est passagère pour éviter de se retrouver coincé et de ne plus pouvoir agir en cours de route. Et là, c'est au pilote d'être toujours extrêmement attentif à la personne qu'il y a derrière pour lui demander régulièrement « ça va ? Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause ? Ça te convient la conduite ?» Et pas penser que c'est juste un paquet qu'on transporte derrière. Ce qui nous amène à la fameuse abréviation SDS, sac de sable. C'est la passagère derrière qui leste la moto. On réduit quand même la femme à l'état d'un objet sur lequel on pourra peut-être même poser la tête à l'étape pour se reposer, façon coussin. Enfin, bref, je ne sais pas qui a inventé l'expression sac de sable. Cette personne-là, je la mettrais bien derrière pour l'emmener faire un petit tour au Stelvio, par exemple. La passagère ne peut pas se contenter d'être passive. Quand on a une passagère active, c'est une connivence parfaite. En revanche, quelqu'un qui gigote à l'arrière, qui ne suit pas les mouvements de la moto, même si cette personne ne fait que 50 kg, ça va vous déséquilibrer, ça va être désagréable, voire dangereux. Quand on voyage avec sa conjointe, c'est aussi une base de choisir le modèle qui convient aux deux. Essayons de faciliter au mieux la vie de la personne qui vous suit. Celles qui ont décidé de passer le permis, et qui sont de plus en plus nombreuses. Mais il reste des clichés, des idées reçues, qui les empêchent parfois d'aller plus loin. Le plus classique, c'est quand une fille se dit « je suis trop petite, je ne vais pas pouvoir mettre les pieds bien à plat par terre, je suis trop légère, je pourrai jamais retenir la moto, la relever si elle tombe ». Bref, des considérations d'ordre physique. Or, on le sait bien, faire de la moto, c'est pas du tout une question de force. C'est une question de trouver l'équilibre. Parce que même si vous faites 80 kg, la moto qui en fait 250, elle est quand même 3 fois plus lourde que vous. Et si vous n'avez pas la technique, vous ne la relèverez pas. Il y a quelques années, on aurait pu penser que les motos allaient s'alléger avec tous les nouveaux matériaux qui existent maintenant. Il n'en est rien. Si vous prenez le poids des bécanes, la plupart font toujours plus de 200 kg. Il y a même une surenchère sur les gros trails, où là on se demande vraiment à quoi ça sert d'avoir des bécanes qui font 260 kg avec le plein, 150 chevaux, pour se retrouver en tout terrain, uniquement dans le chemin qui mène au garage. Cette surenchère de poids et de taille peut décourager les filles. Et c'est là où ça fait une différence avec les mecs qui se disent « Oh ben c'est bon, je suis pas très fort, je suis pas très lourd, je suis pas très grand, mais je m'en fiche, je peux quand même prendre une bécane où je toucherai pas les pieds par terre. » Où tu vois des mecs qui se vautrent à 0 km/h, tu te dis que c'est quand même bien de choisir une moto adaptée à sa morphologie. Quand on interroge les moniteurs d'auto-école, ceux qui organisent des stages de conduite, de perfectionnement, route, tout-terrain, vitesse, on se rend compte qu'ils ont à peu près tous le même ressenti vis-à-vis de la clientèle féminine. Ils disent qu'elles sont plus appliquées que les hommes, plus attentives, qu'elles n'hésitent pas à avouer leurs lacunes, à demander des conseils. Elles progressent plus vite parce qu'elles reconnaissent qu'elles peuvent progresser. Chez les garçons, on a plus tendance, et depuis très jeune, à dire qu'on sait alors qu'on ne sait pas. Reconnaître son erreur, c'est un petit peu castrateur. Beaucoup de mecs vont continuer à faire des erreurs toute leur vie, tout simplement parce qu'ils n'auront pas accepté les conseils du début. Je connais les motards qui ont 40 ans de conduite et qui roulent comme des pieds. Et puis alors, plus c'est ancré, plus c'est difficile à partir. Certaines se disent ben non, mais je suis
très féminine, j'ai pas du tout envie de m'habiller comme un homme, et que jusqu'à il y a très peu de temps, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de tenue spécifique aux femmes. En effet, on ne voit que peu de femmes nains. Et en réalité, elles sont si proches au niveau de la voix et de l'apparence qu'on les confond souvent avec les hommes nains. C'est la barbe. C'est en train de se développer de plus en plus pour qu'elles puissent avoir des vêtements adaptés à leur morphologie et ne pas avoir à prendre des vêtements juste d'hommes un peu plus petits. On peut très bien avoir envie d'être maquillé, d'être pomponné, tout en chevauchant un gros cube. Et là, on touche encore au regard des hommes. Alors que celles qui sont plus brutes de décoffrage, avec du cambouis ici, on veut dire qu'elles seraient plus acceptées dans la confrérie, quoi. Évidemment, je force un peu le trait, mais c'est justement pour mettre le doigt sur quelque chose. Beaucoup de femmes ne s'autorisent pas à venir à la moto à cause du regard des mecs. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand elles franchissent le pas, et vous verrez ça sur la vidéo où je récapitule pas mal d'interviews et de reportages récents. Il y a des choses qui n'ont pas changé depuis 50 ans. Ce qui pousse les filles qui font de la moto à souvent se regrouper entre elles, en association, en club, pour éviter d'avoir des gars qui viennent toujours leur expliquer la vie, simplement sous le prétexte qu'elles sont des filles. Je suis même sûr qu'il y a des gars qui se sont jamais mis sur leur roue arrière et qui vont aller parler à Sarah Lesito, la cascadeuse à bécane là, qui fait des trucs incroyables, pour lui dire oui mais alors tu sais là tu devrais faire ci, tu devrais faire ça quoi. Ça signifie aussi que nous les mecs, on est en partie responsables du fait que beaucoup de femmes ne viennent pas à la moto. C'est par notre regard qu'elles se dévalorisent. Alors, essayons d'améliorer les choses. Et puis pour l'avoir fait pas mal de fois, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, quand on roule avec des filles, oh là là, ben c'est très reposant. Parce que comme elles ne cherchent pas à tout prix à vous damer le pion au prochain virage, eh ben on passe un bon moment. En plus, là où les filles font beaucoup de bien à la moto, c'est qu'elles se comportent mieux sur la route. Elles ne vont pas systématiquement aller équiper leur moto d'un pot qui fait plus de bruit. Elles vont être moins bling-bling dans tout ce qui concerne l'accessoirisation de la moto, parce qu'elles n'ont pas vraiment besoin de se faire remarquer non plus. Dans l'ensemble, elles sont plus prudentes, moins téméraires, et par le fait, ont moins d'accidents. Au final, ça concourt à montrer à ceux qui ne sont pas motards que la moto n'est pas un sport réservé à des fangios, mais qu'on peut être motard et civilisé. Mais même quand dans les publicités on montre beaucoup de femmes au guidon, les arguments de vente des bécanes sont souvent encore axés sur la puissance, sur la performance. Or, beaucoup de filles se fichent complètement des performances. Elles, ce qu'elles veulent, c'est rouler en bécane et prendre du plaisir au guidon. C'est plus un sentiment de liberté qu'elles ont envie d'éprouver qu'un sentiment de compétitivité. Le point positif, c'est que les choses s'améliorent quand même. Dans toutes les pubs sur les équipements, sur la vente des bécanes, maintenant il y a des filles, indifféremment, mais il y a encore du boulot. Et on ne va pas revenir sur toutes les blagues sexistes qui ont lieu depuis des dizaines et des dizaines d'années, parce que là, au bout d'un moment, on se fâcherait. Beaucoup d'entre nous se souviennent, quand on montrait des bécanes dans les années 60, 70, 80, il y avait souvent une fille en maillot de bain à côté. On a fait des progrès en termes de communication. Même quand la pub pourrait être neutre, en fait, elle ne l'est pas. Regardez la différence de traitement entre la femme et l'homme pour une même tenue de cross. Lui est dans une posture neutre et il est casqué. Elle, on voit son visage et elle a une position sexy. Je ne veux pas faire ici une tribune féministe. Mais quand même, ça ferait du bien que de plus en plus de gars se penchent sur le sort réservé aux filles, et pas seulement sur la moto d'ailleurs, mais dans tous les domaines. Enfin voilà, je pense que c'était un sujet dont il fallait parler. Ça va d'ailleurs certainement déclencher des réactions, tant mieux. J'aime bien les discussions argumentées. Et pour poursuivre cette vidéo, je vous propose le reportage suivant, qui reprend des images
des filles depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez, c'est assez intéressant parce qu'on peut constater l'évolution et le travail qu'il reste à faire. Bon, allez, en attendant, à la prochaine. Faites gaffe sur la route, mais prenez du plaisir. Salut! Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en vert. Y a pas de gonzesse hooligan, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher.